TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, Timbou et son nouveau château d'eau, et c'est dans le 5AC, de l'eau potable à boire à sa soif. À la une également de cette édition, la guerre en Ukraine et l'avancée russe. Deux villes, Kharkiv et Kherson, sont déjà aux mains des forces russes. Et Kiev encerclé se prépare à la résistance. Tout comme d'autres, beaucoup de Togolais ont fui la guerre. Certains arrivés en Pologne. Nous ferons le point sur leur sort avec Marcelin Baïta, un Togolais vivant en Pologne. Il participe à la prise en charge des compatriotes. Entretien à suivre dans un instant. Et puis, les chrétiens catholiques en carême depuis hier, une préparation à la Pâque qui commence par le mercredi des cendres. C'était hier, la messe dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Allez, le climat d'abord. À l'ouverture de cette édition, le climat évoqué par des étudiants à l'université de Lomé. Activistes et membres du gouvernement ont échangé les actions de chaque parti, passées en revue devant le sous-secrétaire général des Nations Unies, présent également au débat. Et tel que vous le voyez, nous reviendrons sur le sujet en préparation, si tout va bien dans le courant de cette édition. Cap maintenant sur Timbou, dans le 5AC. L'attraction ce soir sur place, c'est un nouveau château d'eau. Plus qu'un simple ouvrage, c'est la vie à l'eau potable qui devient là une réalité, le quotidien pour les populations. L'inauguration, le récit, Gérald Agoutou. Les populations de Timbou, dans la commune de 5AC2, peuvent désormais tourner la page des difficultés liées à l'accès à l'eau potable. L'ONG Direct Aid a investi 16 500 000 francs CFA pour mettre à leur disposition cet ouvrage d'eau potable équipé de panneaux solaires. Merci au chef de l'État, tout ce qu'il fait pour nous mettre en sécurité, pour nous mettre en paix, pour pouvoir mener nos activités. Encore merci, chef d'État. Que le bon Dieu nous protège, qu'il nous donne la santé. Joie et soulagement pour les bénéficiaires. L'ouvrage vient mettre fin aux longues distances à parcourir et aux heures réglementées. Et arrivé même, la personne vient depuis à 8h. Il vient déjà 16h, elle bloque. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, nous sommes très contents. Merci au Dieu Tout-Puissant qui a permis la réalisation de cet ouvrage. Et Dieu l'a fait à travers le président de la République, son Excellence Forest Gnassingbé, et tout son gouvernement. Nous a inspiré et aujourd'hui nous avons ce joyau, nous avons ce château d'eau qui nous procure les 3 passements. Et pour une bonne gestion de l'ouvrage, un comité sera mis en place. Implanté au Togo il y a 35 ans, l'ONG Direct Aid intervient également dans les domaines de la santé, l'éducation et l'entrepreneuriat des jeunes au-delà du volet humanitaire au profit des couches vulnérables, notamment en milieu rural. Et c'est un peu technique, la rétropolation, le recalcul, si vous voulez, du PIB, le produit intérieur brut. L'INSEAD s'est livré à l'exercice, une évaluation depuis 2008 des données sur le développement, l'endettement ou encore les prévisions. Les résultats viennent d'être présentés. Les précisions, Lorraine, Péto, Solange Amandé avec Yataratem. Le Togo, depuis 2008, s'est engagé dans le processus de migration vers un nouveau système de comptabilité, ce qui lui a permis de réévaluer son produit intérieur brut PIB. Le pays présente ici et met à la disposition des utilisateurs des comptes nationaux un nouveau système dénommé la rétropolation, une initiative de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSEAD. Le rebasage nous a permis de gagner 37,4% sur le PIB. C'est-à-dire gagner, c'est quoi? C'est qu'on sous-estimait notre PIB par rapport aux nouvelles activités
par rapport surtout aux grandes enquêtes nationales, on a pu intégrer ces nouvelles activités-là et être conforme aux recommandations internationales. Reprendre le calcul des comptes disponibles sous un ancien système de comptabilité nationale depuis 1993 à un nouveau système prenant en compte les nouvelles recommandations et méthodes de traitement adoptées, les autorités togolaises mesurent tout l'intérêt. Tenant compte de ces travaux de rétropolation, je note avec satisfaction que notre pays, le Togo, dispose maintenant d'une série de comptes couvrant la période de 2007 à 2020, élaborés suivant les normes internationales. Ces comptes rétropolés ont permis, entre autres, de réévaluer à la hausse le niveau des principaux agrégats macroéconomiques, améliorant ainsi leur contribution à la création de la richesse nationale sans changer les évolutions observées avec l'ancienne série. Échanges et discussions ont également meublé cette rencontre. L'exercice de production des comptes se poursuit pour les autres années à venir. Vous êtes enseignant, vous êtes dans le privé. Comment monter un grade? Vous qui intervenez surtout dans les universités privées du Togo. Eh bien, la préoccupation ici, à cette formation des assistants est partagée en objectif la qualité de l'enseignement. Voici le compte rendu de la session avec Ramdan Bassina. Concentrés et attentifs, ces assistants associés sont à l'école de la qualité. Ils s'imprègnent des principes pédagogiques pour monter en grade dans l'enseignement supérieur. Venus du privé, tous ont à cœur d'être meilleurs. C'est une opportunité que nous devons saisir pour nous permettre de nous former. Voilà, ça permet à ces écoles, à ces établissements supérieurs privés d'avoir maintenant, d'ici 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, des enseignants de rang A, de rang B. Nous parlerons également de la préparation du syllabus de cours qui est devenu aussi incontournable, un document important de communication entre l'enseignant et les apprenants. Donc nous verrons les différentes étapes de la préparation du syllabus et de la préparation des supports d'enseignement à mettre à la disposition des enseignants. Cette formation est née de la volonté des autorités togolaises de remettre ces enseignants par rapport à la pédagogie universitaire, des préalables pour être des références dans leur domaine. Cette amélioration de la qualité de l'enseignement commence d'abord par la qualité des enseignants, des formateurs eux-mêmes. Et ensuite, la seconde phase, c'est la révision des curricula d'enseignement pour voir qu'est-ce que nous enseignons aux étudiants pour qu'ils puissent être des gens qui vont détenir des diplômes qui leur permettront d'occuper un espace professionnel de qualité et ne pas souffrir, ne pas avoir des diplômes qui vont les envoyer directement au chômage. Et aussi, il faut avoir des diplômes reconnus à l'international, des diplômes qui permettent aux postulants, aux candidats de pouvoir poursuivre à l'étranger si nécessaire. Des enseignants-chercheurs de l'Institut national des sciences de l'éducation de l'Université de Lomé mettent à contribution leur expertise. Une étape franchie pour la qualité de l'enseignement et de l'enseignant au Togo. Et il y en a toujours de ces étudiants qui rendent fiers leurs professeurs, leurs enseignants, leurs établissements. En voici encore un exemple. Le podium, vous allez le voir, de la finale du concours d'éloquence à Ezam. Au-delà du jury, eh bien, c'est le public aussi qui est conquis. Reportage, Edwige Yatakwa Bassabi, Yataratem. Il est celui qui aura conquis le jury. En moins de 5 minutes, Marius Romedan a prouvé la maîtrise de son sujet. Il a tenu son auditoire en haleine par la prestance, la pertinence et l'assurance qui se dégagent de sa prestation. Père de ciseaux dans son utérus. Ceci là, ça c'est césarienne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables membres du jury, c'est pour ce qui a manqué à ce docteur que je suis présent. Je me sens vraiment heureux, je me sens content parce que ça n'a pas été facile. J'ai commencé comme un jeu, juste pour blaguer, mais bon. Heureusement, je suis en finale ce soir et j'ai remporté la coupe. Je suis vraiment content, je suis vraiment fier de moi. Tous les 3 meilleurs candidats ont brillé par l'originalité de leur sujet. Ils ont tous fait montre d'éloquence et de maîtrise de la rhétorique. Il est reconnu pour son endurance. Mesdames et messieurs, ce soir encore, ils nous regardent de leurs beaux enchaînements, de leurs beaux gestes techniques et de leurs coups de poing ravageurs.
Pour quelle finalité? Ce n'est que chacun, sous prétexte de ces principes moraux, ne fasse ce qu'ils veulent, créant ainsi désordre et mésentente sans se soucier des facteurs extérieurs. C'est devenu une tradition à les âmes et l'édition 2022 a aussi tenu ses promesses. Pour moi, c'est une réussite et l'essentiel, c'est qu'ils apprennent encore à compétir ensemble parce que c'est une des valeurs de l'école, la compétition. Et donc, chaque fois qu'ils se frottent et vous voyez, il y a plusieurs nationalités parmi ceux qui sont là aujourd'hui. Mais bon, ça ne se remarque pas, il n'y a pas d'hostilité, c'est ça l'essentiel. C'est ce qu'il faut retirer parce que pourquoi nous le faisons? Nous le faisons pour que demain, ils soient au complet quand ils vont aller travailler parce qu'ils auront toujours la compétition. Former les cadres, c'est bien. Mais former des hommes intègres et de valeur, c'est encore mieux. Et cette question pour la suite, que dit la Convention d'interdiction sur les armes chimiques? Certainement beaucoup de choses qu'on ignore. L'ANIAC, l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, va à l'explication. L'essentiel à retenir, c'est dans ce compte rendu de Elia Poignataro. Les produits chimiques toxiques sont produits en quantité chaque année. L'ANIAC, l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques au Togo, dans sa mission de lutte contre les armes chimiques, passe à l'action. Ses membres se familiarisent avec les nouvelles dispositions afin de leur faciliter la maîtrise des différents programmes et techniques pour la mise en œuvre réussie du programme au Togo. Lorsque ces produits chimiques ne sont pas utilisés à bon escient, deviennent des armes chimiques, l'autorité nationale a commencé d'abord par des programmes de sensibilisation. Et avant ces programmes de sensibilisation, il était question de mettre en place les questions juridiques législatives en lien avec la Convention. Les programmes opérationnels sur les terrains consistent à sensibiliser les différentes structures qui sont en lien avec la gestion des produits chimiques. Aussi, de former les utilisateurs sur l'utilisation rationnelle de ces produits chimiques et dans des conditions sécuritaires possibles. Nous sommes dans la dynamique de collecte de ces produits chimiques avariés qui constituent des armes chimiques afin de procéder très bientôt à leur neutralisation et à leur destruction. Depuis 2015, l'ANIAC, dans sa lutte contre les armes chimiques, a réalisé des avancées significatives. À savoir le recensement de ces produits chimiques avariés, tant à l'université, dans les unités industrielles et autres. Nous avons formé les personnels qui sont chargés de la sécurité de ces unités industrielles et cette formation se poursuit, elle va se poursuivre encore cette année. Un produit dénommé Soukoudai que les gens boivent très souvent pour dire qu'ils veulent se désintoxiquer constitue en fait des produits très dangereux. Donc avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur, nous sommes arrivés à interdire la consommation de ce produit. 13 structures publiques forment l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques au Togo. Chaque année, ses membres renforcent leurs capacités sur les programmes du traité international. Il est 20h13. L'actualité à l'étranger, 8e jour ce jeudi de la guerre en Ukraine et toujours des bombes russes qui pleuvent sur les villes ukrainiennes. Kharkiv est déjà aux mains des forces russes. Regardez. Éventrée par les bombardements russes, Kharkiv est aujourd'hui une ville méconnaissable. Ces dernières 24 heures, les frappes se sont abattues en plein centre, sur des locaux de la police, une université et même une école. On distingue ici le lieu exact de l'impact. Dans l'une des artères principales, un secouriste filme ces images. Voilà le centre-ville. Il y a beaucoup de destruction. Selon l'armée ukrainienne, des troupes aéroportées russes ont débarqué cette nuit à Kharkiv. Aucune image officielle pour l'instant. Dans la deuxième ville d'Ukraine, près d'1,5 million d'habitants assistent au déluge de feu depuis chez eux, impuissants. C'est très difficile moralement à gérer. On a mal dormi. On a peur. C'est risqué de sortir. Beaucoup de civils ont été blessés ou tués hier parce qu'ils sont sortis pour acheter quelque chose. Dans les décombres, les secours évacuent des morts, mais il y a parfois des survivants. Cette victime bouge encore ses bras.
Depuis des jours, dans cette ville pilonnée, les civils se terrent là où ils peuvent. Ceux qui n'ont pas de sous-sol vivent désormais rideaux fermés. On reste dans l'obscurité ou bien dans la pénombre dès qu'il ne fait plus jour. Parce que vraiment, les lumières, c'est les marques où il faut tirer. À 90 km de là, les chars russes sont déjà dans les rues. Ils sont avec le drapeau. C'est devant nous. La mairie est juste à côté. Au nord-est de l'Ukraine, l'armée russe poursuit sa progression. Et une autre ville tombée également aux mains des forces russes, la ville de Kherson, sous contrôle, pendant que d'autres sont bombardées. Regardez, le commentaire est de Ulrich Amiga. Dans la banlieue de Kiev, la ville d'Irpin a été bombardée ce mercredi. Ces immeubles ont été fortement endommagés par les frappes. Une vingtaine de camions militaires russes stationnés sur la place principale de la ville dans la nuit du 1er au 2 mars. À environ 150 km de là, à Yitomir, la nuit a été rythmée par les bombardements. Dans le sud du pays, le ministère de la Défense russe affirme avoir pris le contrôle total de la ville de Kherson. Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения. À Kharkiv, non loin de la frontière russe, les bombardements ont à nouveau frappé le centre-ville. Sur ces images, une habitante de la ville indique que l'université nationale kazanine a été touchée par les bombes. Les locaux de la police centrale ont également été touchés. Et Kiev, la capitale encerclée, se prépare aussi à un assaut massif. Ils sont nombreux à fuir l'avancée russe, des Ukrainiens, des Européens, mais aussi des Africains. Parmi eux, des Togolais. Certains ont pu franchir la frontière côté polonais. La télévision togolaise a pu joindre un Togolais résident en Pologne, Marcelin Baïta. Avec lui, nous avons fait le point notamment sur le sort de ses compatriotes qui arrivent en Pologne en fuyant la guerre. Un entretien enregistré plus avant ce journal. Monsieur Baïta Marcelin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bien, vous êtes donc Togolais. Vous vivez en Pologne, tout près donc du théâtre des opérations. Savez-vous s'il y a des Togolais qui vivent en Ukraine? Déjà maintenant, oui. Nous savons qu'il y a des Togolais qui vivent en Ukraine. Déjà, il y a une vague de Togolais qui étaient déjà passés à la frontière de l'Ukraine et de la Pologne, donc ils sont déjà en Pologne présentement. Et voilà, nous essayons de les aider pour les transporter ou bien les aider pour quitter les frontières pour venir à Varsovie. Donc voilà, nous savons qu'il y a des Togolais en Ukraine maintenant. Ouais. Voilà, ceux qui ont pu franchir la frontière, qui sont arrivés donc jusqu'à la Pologne. Avez-vous à peu près une estimation du nombre qu'ils sont? Ils sont combien à peu près? Pour ce que nous savons pour le moment, nous ne savons pas exactement combien de Togolais il y en a maintenant sur le territoire de l'Ukraine. Mais ce que nous savons, à la frontière maintenant, il y en a plus. De ce que nous savons, il y a plus de Togolais. Donc les Togolais qui étaient venus à la frontière, nous les avons récupérés et nous sommes occupés d'eux. Et voilà, ils sont sur leur route pour la destination finale qu'ils ont. Voilà, ces Togolais qui sont arrivés, que vous avez accueillis chez vous donc en Pologne, dont vous organisez donc l'aide actuellement, sont-ils des diplomates, sont-ils des étudiants? Qu'est-ce qu'ils font? Ou bien des Togolais qui sont partis en aventure et qui sont résidents tout simplement en Ukraine? Les Togolais avec lesquels nous sommes mis en contact, ce sont des étudiants. Et ce sont des étudiants qui étudient en Ukraine. Il y en a qui viennent à peine de commencer les études, donc ils n'ont pas encore eu leurs documents, leur carte de séjour de l'Ukraine. Donc, ça a causé un peu de problèmes sur les frontières côté de la Pologne parce qu'il va falloir qu'on les enregistre. Déjà, ils ne sont pas encore enregistrés en Ukraine. Donc, ça a causé un peu de problèmes sur les frontières, mais ils ont réussi à passer.
Ils sont tous des étudiants, disons. Ils sont tous des étudiants. Et voilà, à cause de la guerre, voilà, les études a été un peu bâclé pour le moment. Bien, comment leur prise en charge s'organise à votre niveau? Avez-vous des structures officielles qui vous aident? Comment est-ce que vous les prenez en charge, ces étudiants réfugiés en Pologne qui viennent de l'Ukraine? Pour les prendre en charge, notre association, nous nous sommes mis ensemble. Voilà, tout le monde, nous compatissons à cette situation de nos confrères qui viennent de l'Ukraine. Donc, nous sommes mis, tout le monde est en train de, voilà, les Togolais qui sont ici en Pologne, tout le monde, nous cotisons un peu de partout, voilà, pour les aider, côté nourriture, côté logement. Nous avons des bonnes volontés parmi nous qui les logent à Varsovie et qui les nourrit, et voilà, et s'ils décident de partir de la Pologne, disons que la Pologne est, pour le moment, les Togolais que nous avons reçus, eux tous considèrent la Pologne comme un pays de transit, donc ils viennent de l'Ukraine, ils passent par la Pologne pour aller dans d'autres pays de l'ouest de l'Europe. Donc, ouais, nous n'avons pas une structure officielle qui est derrière nous pour nous financer, nous faisons ça juste comme ça, humainement. Voilà, un acte de solidarité envers vos compatriotes. Et on a signalé des actes de racisme dont sont victimes donc, les Africains, nos compatriotes qui sont arrivés jusqu'à vous. Est-ce qu'ils ont fait part justement de ces actes de racisme? Est-ce qu'ils seraient victimes? Ils nous ont fait part de quelques situations qu'ils ont vécues. Par exemple, il y a un des Togolais qui a été bloqué à la frontière qui m'avait dit que voilà, les Africains et les Arabes sont mis de côté, les Ukrainiens sont mis de côté. Donc, ceci peut être considéré comme un acte de ségrégation déjà. Et il y avait aussi une qui m'avait dit que voilà, quand elle prenait le bus ou bien le train de l'Ukraine pour la frontière, que les Ukrainiens n'ont pas eu à payer, et que maintenant, voilà, les Africains, les étrangers ont eu à payer le train pour quitter leur ville pour la frontière. Donc voilà, si ça peut être considéré comme un acte raciste, je dirais oui. C'est peut-être un peu trop tôt pour parler de projets. Ils sont arrivés, vous avez quand même eu le temps de causer un peu avec eux. C'est quoi, dans l'immédiat, leur projet? Ont-ils l'intention de retourner une fois la guerre finie, et si ça finit aujourd'hui, demain, de retourner en Ukraine? Ça, je pense que ça va de soi, mais pour le moment, ce que nous savons, c'est qu'ils ont décidé de quitter, d'aller chez leurs proches, soit en Allemagne, soit en France, et essayer de postuler pour d'autres universités là-bas. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, voilà, on ne sait pas. Vraiment, ce sont des risques qu'ils sont en train de prendre, disons. Voilà. Et ils sont au courant de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres qui vous ont dit, par exemple, ça y est, c'est bon, c'est fini avec ce que nous avons vécu, nous rentrons chez nous au Togo? J'ai pas vraiment eu écho de cette nouvelle-là. C'est vrai que ça va être surprenant d'entendre quelqu'un dire ça, mais c'est pas un cas isolé, disons. C'est pas un cas isolé. Si voilà, tout va bien, disons, en situation clandestine, c'est vraiment, ça prend beaucoup de courage, et puis c'est pas tout le monde qui est prêt pour ça, hein. Donc, retourner au Togo, c'est toujours une option. C'est toujours une option. Merci beaucoup, Monsieur Marcelin Baïta. Je rappelle que vous êtes Togolais, vous vivez en Pologne et vous participez justement à la prise en charge des Togolais qui ont pu franchir donc la frontière du côté de l'Ukraine pour arriver donc à vous en Pologne. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et beaucoup de chance également à vous. Voilà, donc entretien, je vous le disais, enregistré donc peu avant le début de ce journal. Un dernier mot de l'actualité à l'étranger. Emmanuel Macron annonce sa candidature à l'élection présidentielle. C'est dans une lettre aux Français ce jeudi. Le scrutin, lui, c'est maintenant dans un peu plus d'un mois. Cela dit, retour chez nous, je vous l'annonçais en début de journal, le climat évoqué aujourd'hui par les étudiants à l'université de Lomé, activistes et membres du gouvernement ont pu échanger les actions de chaque parti passées en revue devant le sous-secrétaire général des Nations Unies présent au débat. Écoutez ça là. Liad et Ayman sont tous deux activistes climat et environnement. Ils œuvrent pour la protection de l'environnement depuis déjà une dizaine d'années. Nous avons un projet d'éducation environnementale dédié aux enfants qui se dénomme Make Earth and Children Smile. En réalité, il consiste en un programme d'éducation environnementale sur 6 mois
Nous faisons des ateliers théoriques où on définit avec eux les termes relatifs à l'environnement et au développement durable. Nous faisons des ateliers pratiques aussi de recyclage parce que l'idée est qu'ils apprennent dans un environnement fun, relax. Et avec les plus jeunes, nous faisons des sorties ludiques de découverte en forêt où on fait des ateliers de développement durable également. Nous sommes en train d'installer aujourd'hui dans les écoles, pour le moment des écoles publiques, des clubs environnement et des poubelles connectées. Les poubelles connectées, c'est des poubelles qui sont équipées d'un système de QR code qui nous permettent de collecter les données sur le niveau de contenance de chaque poubelle, de géolocaliser les poubelles et de pouvoir renseigner notre base de données sur la quantité de déchets que nous collectons dans chaque école. Les deux activistes ont la chance d'exposer leurs actions devant la sous-secrétaire générale des Nations Unies au cours de ce panel. Des assises pour s'imprégner des engagements de la jeunesse togolaise en faveur du climat. L'UNFPA, initiatrice de cette rencontre, salue les efforts du Togo dans la lutte contre les changements climatiques. J'ai été très impressionnée par ce que j'ai entendu. On a un gouvernement qui a un programme très clair de lutte contre le changement climatique et d'amélioration et de la préservation de l'environnement. Mais aussi on a une jeunesse qui est absolument dynamique dans une université avant-gardiste pour des questions novatrices en termes de préservation de l'environnement. Comme je l'ai dit aux jeunes, je vais partager les recommandations et la résolution avec les plus hautes instances des Nations Unies pour garder le Togo en mémoire. Donc j'encourage tous les jeunes Togolais dans les gestes quotidiens de vie de s'assurer de préserver cet environnement. L'engagement de la jeunesse togolaise dans la lutte contre les changements climatiques doit être renforcé. L'UNFPA promet d'accompagner les activistes dans la mise en œuvre de leurs projets pour plus de résultats au cours des prochaines années. Un coup d'œil sur le tableau Covid dans cette édition à ce jour, jeudi 3 mars 2022. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 815 avec 3 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 421 avec 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 122 et le nombre de décès est de 272. Communiqué chiffre rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Dans la foulée, un autre communiqué cette fois du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les candidats déclarés admissibles au concours direct de recrutement des fonctionnaires de police, session de décembre 2021, sont convoqués pour la visite médicale d'aptitude à compter du 14 mars 2022 dans leur centre d'écrit respectifs suivant le calendrier et au lieu ci-après. À Takwame, c'est du 14 au 15 mars 2022 à la préfecture. À Dapon, du 14 au 15 mars 2022 à la préfecture. À Thiévier, du 17 au 18 mars 2022 à la préfecture. À Kara, du 17 au 19 mars 2022. Au camp général Améi, Sokodé, du 21 au 22 mars 2022 à la préfecture. Enfin, à Lomé, du 21 au 24 mars 2022 au camp du 2e RI d'Adidogomé. Les intéressés devront impérativement se munir de leur carte nationale d'identité ou de leur passeport et la preuve de vaccination contre la Covid-19. Tous les absents à cette visite seront considérés comme démissionnaires. Communiqué donc du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général de brigade Damram Yak. Un dernier sujet avant de refermer cette édition. Depuis hier, les catholiques ont entamé la période de jeûne en ligne de mire, la préparation à la Pâque. Ça commence par le mercredi des cendres, l'invitation à la pénitence. Solange Amandé, Yori Chamiga. Une soirée de mercredi à Télésou. Individuellement, par petits groupes, des fidèles chrétiens prennent d'assaut cette église. Cœur immaculé de Marie. Seule motivation, assister à une messe déjà commencée depuis 18 heures. Le mercredi des cendres. Un peu plus de 18 heures, Pélagie arrive en retard. Depuis son jeune âge, elle n'a jamais manqué à cette messe. C'est une période de prière, de pénitence, un cheminement avec le Christ jusqu'à sa résurrection, le jour de la Pâque. Tout comme Pélagie, ils sont nombreux, jeunes comme adultes,
à se soumettre à ce rituel de pénitence. Oui, vu ce que le Christ, le Sauveur du monde, a vécu en ce moment de carême, vraiment c'est un sentiment de tristesse, de pleurs et de chair de poule actuellement, puisque humain que je suis, ça ne sera pas facile de vivre ça là pour le bonheur de mon prochain. Mercredi des cendres marque le début du carême avec une imposition de la cendre sur le front. Signe que l'homme naît poussière et doit retourner à la poussière. Le mot le carême vient de mon quadragésima qui veut dire 40. Donc 40 jours. Ça fait référence aussi aux 40 ans de la mort du peuple d'Israël en Égypte. C'est le temps de pénitence pour nous. Nous avons le sang que nous recevons sur nos fronts pour dire que nous entrons en pénitence. Ça veut dire temps de conversion. C'est une marche pénitentielle. C'est des jours au cours desquels chacun de nous doit faire effort pour examiner son cœur. Comme dit la parole de déchirer vos cœurs, non pas vos vêtements. Chacun doit voir qu'est-ce qu'il fait de mauvais dans sa vie. Autel, tapis, chasuble, tout en violet, couleur de pénitence. La couleur violette, donc, c'est ce que nous utilisons quand on est au temps de carême ou au temps de l'Avent, temps de pénitence. C'est la couleur, temps de pénitence. Couleur cendre, quoi, pénitence, pour dire temps de conversion, temps chacun doit rentrer en lui-même pour voir ses péchés, essayer de se convertir, changer de vie. Donc, c'est temps de pénitence. Quand on se prive de ne pas manger et de la viande, par exemple, s'abstenir, ou manger une fois par jour, c'est un effort qu'on fait pour sentir la faim. Mais ceux dont on se prive, on doit donner ça à quelqu'un d'autre, faire l'aumône. Durant les 40 jours, les fidèles catholiques vont s'abstenir de la consommation de la viande tous les vendredis. Et ce dernier communiqué, avant de refermer définitivement donc cette édition, communiqué du ministre de la Culture et du Tourisme qui informe le public du lancement de la 9e édition du prix UNESCO JICJI, Mémoire du Monde, et invite les personnes intéressées à y participer. L'objectif donc de ce prix est de promouvoir la préservation et l'accessibilité du patrimoine documentaire en tant que patrimoine commun de l'humanité. Le prix a été créé pour commémorer l'inscription au registre de la mémoire du monde de Buljo Jikchi Sinchi Yojol, le livre le plus ancien au monde réalisé à l'aide de caractères métalliques mobiles. Les dossiers peuvent être soumis en français ou en anglais à raison de 3 candidatures au maximum, être accompagnés d'un résumé ou des résultats des travaux, des publications ou d'autres documents pertinents, ainsi que d'une analyse montrant comment les dits travaux ont contribué à la préservation et à l'accessibilité du patrimoine documentaire. Les dossiers de candidature seront déposés à la Commission nationale togolaise pour l'UNESCO à l'adresse suivante: 198 avenue des Nations Unies, boîte postale 3226 Lomé, téléphone 22 21 61 54, l'adresse email unesco.tg@yahoo.fr avant le 10 avril 2022. Ces dossiers devront suivre les directives du prix et du formulaire d'inscription à retirer auprès de la Commission nationale togolaise pour l'UNESCO, communiqué signé du ministre Dr Kossi Lamadokou. Et ceci met fin à cette édition. Merci à vous qui nous suivez sur la télévision togolaise via notre application TVT Live depuis Varsovie et partout en Pologne, ou encore à Timbu dans le 5AC, comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.